Bonjour Olivier Faure. Bonjour Caroline Merci Hérault. d'être notre invité ce matin. Je vais commencer avec la même question que je viens de poser à Jean-François Copé sur la participation. En général, c'est vrai qu'on s'indigne le soir des scrutins et puis on oublie le sujet le lendemain matin. Un Français sur deux qui n'est pas allé voter pour des élections législatives. C'est une catastrophe. C'est un mot qui a été beaucoup utilisé hier soir. Et en même temps, est-ce que c'est le sens de l'histoire? Les Français votent moins. Quelle est votre réaction ce matin? Écoutez, c'est vrai que c'est regrettable, hein, et c'est vrai que ça montre une défiance démocratique qui ne se dément pas. Mais il faut aussi le reconnaître. Le problème, c'est que nous sommes seuls à faire campagne. Vous avez un président de la République, un gouvernement, des députés macronistes qui ne disent pas quel est leur projet, qui ont cherché à avancer simplement en diabolisant tous les autres. Mais ça n'est pas la meilleure façon de mobiliser. Et donc, si on veut avoir un grand débat démocratique, ça suppose qu'on fasse de cet enjeu un grand enjeu. Et c'est la raison pour laquelle nous continuons à chercher à avoir ce débat avec la majorité présidentielle. Et donc vous appelez à la mobilisation pour le second tour? Et on appelle bien sûr à la mobilisation pour le second tour. Bon, quand vous regardez les scores ce matin, alors il y a un petit débat sur est-ce que la NUPES est devant, ensemble. Ça se joue vraiment à quelques milliers de voix. Est-ce que vous considérez que Jean-Luc Mélenchon est toujours aux portes de Matignon ou est-ce que ce rêve-là s'est éloigné? Je pense que la majorité présidentielle actuelle est en passe de devenir la minorité présidentielle. Et que nous sommes dans une situation où, effectivement, la gauche peut l'emporter. Et notamment, si les jeunes qui étaient venus très nombreux à l'élection présidentielle reviennent dimanche prochain, si les quartiers populaires, qui se sont moins mobilisés que précédemment, reviennent, alors, effectivement, il y a une possibilité évidente que la gauche et les écologistes l'emportent la semaine prochaine. C'est encore jouable? C'est absolument jouable. Ils ont fait défaut, les jeunes, dans ce premier tour des législatives. C'est ça que vous avez constaté? C'est une élection qui les mobilise plutôt moins que les présidentielles. Et c'est vrai que beaucoup ne croyaient pas que c'était possible. Je vois que dans ma propre circonscription, celles et ceux qui, jusqu'ici, étaient venus, se sont plutôt abstenus. Et bien, dimanche prochain, venez. Elles sont là, les réserves de voix? Oui, elles sont là. Parce que le problème, c'est quand on fait l'union au premier tour, on n'a plus de réserve de voix au second. Oui, enfin c'est valable pour La République En Marche, comme pour les LR, comme pour la NUPES, pour tout le monde. Cette question peut être posée. La réalité, c'est qu'il y a d'immenses marges possibles, notamment chez celles et ceux qui n'y croyaient pas, ne pensaient pas que c'était possible. C'est possible. On leur dit ce matin, c'est possible. Et donc venez, rejoignez-nous. Quand Jean-Luc Mélenchon appelle au peuple à déferler, y compris ceux avec qui nous nous sommes affrontés au premier tour, on entend un appel aux électeurs, notamment du Rassemblement national, on se trompe? Non, je ne crois pas que ce soit... Il n'y a pas d'appel spécifique pour tel ou tel. La réalité, c'est qu'il faut maintenant rassembler celles et ceux qui veulent le SMIC et 1 500 €, ceux qui veulent qu'on prenne enfin à bras-le-corps la question climatique, que l'on ne soit pas condamné non plus à ne pas voir évoluer nos institutions. Donc c'est ça qui est le message. Le message, c'est, vous voulez que ça change? C'est possible. Alors venez. C'est la victoire de la gauche ou c'est surtout celle de Jean-Luc Mélenchon? C'est celle d'un rassemblement pluriel, de celle de la gauche et des écologistes, cette nouvelle union populaire écologique et sociale qui a fait la démonstration de sa capacité, effectivement, à créer une forme d'engouement à gauche, parce que la réalité, c'est que ça faisait 25 ans que nous n'avions pas réussi à être ensemble. Quand vous voyez les projections, les socialistes pourraient espérer entre 4 et 29 sièges, c'est ça? 4, non. 4, entre 14 et 29 sièges, excusez-moi. En 2017, vous aviez obtenu 45 sièges en ne s'alliant qu'avec les radicaux. Vous considérez que... Non, on a eu en fait 25 sièges il y a 5 ans. Bon, vous considérez au fond que cette alliance-là a servi les socialistes? Elle a servi les socialistes, bien sûr, et elle a aussi servi l'ensemble de la gauche. Et l'objectif maintenant, c'est d'arriver ensemble à conquérir le pouvoir. Qu'est-ce que vous dites ce matin, ceux qui vous ont dit que vous étiez le fossoyeur du Parti socialiste? Je crois qu'il n'est pas utile de continuer les polémiques avec eux. Je crois que les résultats sont là. Mais vous le considérez vraiment? Vous considérez vraiment que ça valide le choix que vous avez fait? Absolument. Mais vous savez, où sont les candidats, les fameux dissidents dont on a tellement parlé jour après jour? Je vois qu'ils sont tous éliminés au premier tour. Donc c'est aussi une victoire pour les socialistes? Bien sûr, bien sûr. Et c'est quoi un socialiste qui voudrait la défaite de la gauche? Mais moi, je n'en suis pas. Je suis de ceux qui, socialistes, justement, veulent arriver à arrimer ce pays à un autre projet, notamment parce que je crois qu'il y a des questions qui sont essentielles sur les inégalités, sur le réchauffement climatique, sur la démocratie, qui supposent qu'on agisse vite. Il y a une urgence. Et donc, laisser penser qu'il faudrait simplement à chaque fois se battre contre ceux qui sont les plus proches de vous, je n'en suis pas.
Jean-Luc Mélenchon a évoqué ces 80 milliards qu'il va falloir trouver pour que le gouvernement reste dans les clous des 3%. C'était l'argument, les éléments de langage d'hier soir. C'est cette mauvaise surprise-là que vous allez défendre dans cet entre-deux tours. Ces 80 milliards que le gouvernement devrait trouver pour rester dans les clous de Bruxelles. C'est une réalité. Aujourd'hui, nous avons, donné un détail sur notre propre financement et on voit qu'on a un président de la République qui ne nous dit pas la vérité. La vérité, c'est qu'il a communiqué à Bruxelles un plan qui fait effectivement état d'une obligation d'économie de 80 milliards par an. Comment voulez-vous, avec 80 milliards par an, qu'il puisse assumer ce qu'il nous dit sur le pouvoir d'achat, sur l'hôpital, etc. Et donc, il y a effectivement un programme caché. Et c'est la raison pour laquelle, depuis des semaines, il ne dit rien. Mais la réalité, c'est que, vraisemblablement, sur la TVA, il a prévu de l'augmenter pour une large part des produits que nous connaissons aujourd'hui. Vous avez des informations ? Nous avons des informations. Nous avons, en fait, quelques éléments qui nous laissent penser que dans les tiroirs de Bercy aujourd'hui, il y a, en fait, un projet qui est d'augmenter une part de la TVA. Et que ça suppose, donc... qu'il s'annonce et qu'il dise les choses clairement. Vous leur demandez de clarifier ? Et donc, il doit clarifier, puisque s'il y a 80 milliards qui manquent pour assumer son propre budget, il faut qu'il nous dise où il entend les trouver. Il nous dit « je ne toucherai pas à l'impôt des plus riches ». Dans ces cas-là, il y a quelque chose qui manque. Merci beaucoup, Olivier Faure. Merci à vous. Merci, Olivier.